Alors bonjour Jennifer Kerner, merci Bonjour. beaucoup d'être ici pour cet entretien. Je suis absolument ravie parce que j'essayais de le définir, ce texte-là, et je trouve que c'était un voyage mystique qui nous emmène, et on le disait tout à l'heure, bon, c'est très positif, c'est pas du tout négatif, mais on ne sait pas où on nous emmène, quoi. C'est Ouais, ce personnage principal, on va en parler juste après, mais on ne sait pas où nous emmène, on ne sait pas où on va, et pourtant on est toujours surpris de ce qui se passe, il y a des retournements de situation, on frise la folie, on va le voir un peu après. Mais carrément. en tout cas, je voulais absolument parler donc de ce dernier ouvrage de la collection Vrille qui s'appelle Je punirai le monde, qui est un texte qui va vous surprendre, qui nous fait découvrir le quotidien de Camille, qui est cette jeune femme qui est influenceuse, et qui essaye, qui est en quête de sens, qui est en quête de contrôle, qui est en quête de beaucoup de choses, et qui pourtant est dans un mal-être profond, on le Mm. sent, et c'est tout à fait contradictoire parce qu'on a l'impression qu'elle fait tout pour pas être dans ce mal-être, que ce soit une alimentation saine, les réseaux sociaux, enfin, elle fait plein de choses pour essayer de s'équilibrer. Bon, l'objectif final, c'est évidemment d'avoir une vie saine et que ça aille bien. Et on se rend compte qu'en fait, C'est ses raté. efforts sont vains C'est très raté. et que c'est raté et que ça va pas du tout. Et donc on la suit avec sa rencontre avec une secte luciférienne et avec Ouais. ce maître, le maître du cercle, qui est un homme qui est très mystérieux, très charismatique et qui va l'emmener sur des sentiers qu'elle n'imaginait pas. Et donc on découvre sa rencontre avec le milieu mystique, avec Ouais. cette secte et cette manière dont elle va avoir à la fois cette folie et à la fois cette lucidité qui est assez intéressante. Alors est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec Zone Critique d'abord, de ta rencontre avec la collection Vrille? Bah, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, par tes interviews, par les interviews de Fiona aussi. Et j'ai adoré cette dynamique d'auteurs nouveaux qui osent aussi l'expérimentation. Et c'est rare d'avoir un espace comme ça où les auteurs émergents peuvent encore aller plus loin dans la modernité en testant des nouvelles choses. Et ça m'a énormément plu. Donc quand on m'a proposé de faire un vrille, j'étais aux anges, quoi. Mais du coup, effectivement, cette forme-là, elle est particulière, cette forme vrille, Oui, parce que faut aller chercher dans des retournements de situation, faut arriver dans un format extrêmement court à surprendre ouais, et en même temps à installer une histoire. Ce qui est quand même oui. difficile. Ici, en presque 40 pages, on se dit, mais c'est pas possible de rentrer autant dans l'intimité de Dans Camille, la dans psychologie la d'un psychologie d'un personnage. personnage. C'est Ouais. super difficile. Comment est-ce que tu as appréhendé ce format-là de vrille? Ah, moi, je l'ai trouvé parfait en fait pour cette histoire qui est un peu une histoire flash où l'héroïne est en fait complètement entraînée dans un espèce de cercle et du coup le fait que le format soit court se prêtait bien à suivre l'évolution de la psyché de Camille Mm. qui est une psyché bouillonnante, en effervescence et moi je trouve que le format court il a une vraie richesse parce qu'il nous oblige à aller à l'essentiel. Mm. Et par ailleurs, j'ai publié mon premier roman il y a un an. Et c'est un roman qui est quand même très court par rapport aux standards de l'édition. Donc moi, j'aime le côté concis et intense. J'aime qu'on ne s'ennuie jamais, qu'on se demande toujours ce qui va se passer après, quoi. Donc si c'est réussi, bah, tant mieux. C'est tout à fait réussi. Bah, tant mieux. Mais effectivement, c'est difficile d'aller chercher cette forme courte, alors que ce soit du coup dans un roman ou que ce soit dans la collection Vrille, parce qu'il faut quand même installer le personnage de Oui, Camille. Je trouve que c'est un personnage qu'on découvre au tout début, mais en fait, le décor il est posé en quelques pages. On ouais. sait qui elle est, on sait où elle va, et on sait surtout quels sont ses travers. Avec évidemment cette évolution, on va voir après, sans trop en dire bien sûr, mais on va voir après ces rapports psychiatriques où on apprend aussi à connaître l'envers du décor. Mm. On a le point de vue de Camille, évidemment. Comment est-ce que ce personnage il est né? Comment créer Camille? C'est une personne qui existe. Ah, Camille est une personne qui existe. Elle ne s'appelle pas Camille dans la vraie vie. Elle est vraiment influenceuse, donc j'ai changé bien évidemment son prénom d'accord. pour préserver son intimité. En fait, pour les gens, du coup, pour que les gens comprennent, moi je suis docteur en ethno-archéologie et je suis majoritairement essayiste. C'est comme ça que j'ai commencé à véritablement devenir autrice. Et du coup, je mène des enquêtes sur des sujets de société. Mhm. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un essai sur la hausse des demandes d'exorcisme. C'est un phénomène que j'ai découvert et qui m'a un peu interpellée. En fait, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de witch talk, de witchery sur Bookstagram et tout ça, eh bien les gens se mettent à pratiquer la magie Mm. et les gens se mettent à avoir peur du coup d'être la cible
d'attaques magiques ou d'attaques démoniaques. Et donc, il n'y a jamais eu autant de demandes d'exorcisme catholique qu'en ce moment. Donc, je me suis lancée dans une enquête. Et donc, j'ai rencontré celle qu'on appellera Camille. Et je l'ai suivie dans son parcours jusqu'à un exorcisme en Belgique. Alors qu'elle est française, mais les exorcistes catholiques français sont complètement débordés. Il faut 6 mois, 8 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, je l'ai accompagnée en Belgique. Ouais, voilà. Donc, en fait, on la comprend tout de suite dès les premières pages parce qu'elle est vraie, elle existe. Et du coup, je pense que ça se sent que c'est pas une création, en fait. Cette personne est réelle. Ça touche quand même à un phénomène de société qui est... Alors, je ne vise pas forcément l'influence ici. Non, mais je vais me faire des ennemis. Mais il y a quand même ce côté influence où elle est plongée en plein cœur d'une machine. Une machine où il y a de la désinformation, où il y a des influences. Enfin, on a l'impression qu'elle est sous domination et qu'elle est sous dépendance totale. Que ce soit... On va parler après de la dépendance affective. Mais elle est sous dépendance totale de ce qu'elle voit. Elle est broyée par le système. Par toutes ces informations qu'elle reçoit. Donc ça dit beaucoup effectivement de... Alors je ne vise pas l'influence en particulier, mais quand même ce monde des réseaux sociaux... Les réseaux sociaux c'est quand même très particulier parce qu'à la fois ça nous amène à construire une image de nous valorisée et valorisante et en même temps ça nous met sous une pression qu'on s'est soi-même construit. Qu'on soit professionnel ou pas d'ailleurs en réalité, hein, à partir du moment où on est sur les réseaux, on est dans cette espèce d'engrenage de course à la perfection, à la joie de vivre, apparente en tout cas. C'est ça, et à la performance aussi. Et c'est justement parce qu'on est dans une société de performance que les gens, qui soient influenceurs ou pas d'ailleurs, ont besoin d'un retour à la spiritualité. Et comme on est largement déchristianisé, etc., on va aller vers des spiritualités nouvelles, vers le New Age, vers les médecines alternatives. Au départ, elle part de la médecine alternative, en fait, parce qu'elle se sent mal dans sa peau, parce que malgré les compléments alimentaires, ça ne va pas, etc. Et je pense que c'est un phénomène qui touche beaucoup de jeunes femmes en ce moment. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler, pour montrer aussi jusqu'où ça peut... nous entraîner dans les dérives sectaires en fait. Parce qu'évidemment, alors ça touche aussi ce rôle de la femme. Camille, on a l'impression d'avoir aussi un portrait d'une femme qui à la fois veut faire attention à son image, il faut faire très attention à l'image qu'elle renvoie. On le voit au tout début quand elle fait son smoothie, etc. Donc on le voit sur ça, on voit évidemment avec cette dépendance aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va penser de soi, qu'est-ce que les autres vont penser de nous. Donc c'est un regard qui est aussi porté sur la femme, qui est très actuelle et qui dit beaucoup de choses de ce que Camille doit vivre au quotidien, qui n'est pas forcément que sa faute en fait. Ah mais c'est surtout principalement pas de sa faute en réalité quoi. Et c'est vrai que moi j'ai des amis auteurs qui d'ailleurs publient pour Zone Critique sur le blog, qui sont des vrais artistes. Tu vois, des personnes qui ont un élan du beau mot, du beau verbe. Pour moi c'est important la qualité de la langue, mais le premier élan pour moi, c'est l'élan de dénonciation de quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société. Et les femmes, et surtout les jeunes, sont vraiment broyées par un système où on est taraudé entre l'envie d'encore correspondre à des standards qui font partie d'un ancien monde, patriarcal, etc. Et en même temps, je me construis sur quoi ? Je remplace ça par quoi en fait ? Et du coup, moi j'ai mis au monde un petit garçon récemment, et j'étais soulagée que ce soit un garçon, tu vois. Et quand j'ai eu cette réaction, je me suis dit, c'est vraiment moche, il faut que tu écrives sur les femmes toute ta vie, parce qu'il faut vraiment dire aux femmes de trouver des solutions, mais de se relâcher, de lâcher la pression, quoi. C'est facile à dire. Parce que, oui, c'est ça. Et puis c'est quand même, j'ai l'impression, une déconstruction permanente, le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut déconstruire des préjugés, on veut déconstruire des modèles de société, le patriarcat et compagnie. Sauf qu'en fait, on est dans une perpétuelle déconstruction, ce qui fait qu'on n'a plus de construction. C'est-à-dire qu'on a tout abattu et on se demande quoi faire avec ces pierres qui nous restent. C'est ça. Effectivement, mais du coup, ce regard-là, il est intéressant parce que en fait, les réseaux sociaux vont être le prisme de tout ce qui se passe dans la société. Et ces dérives sectaires, ou en tout cas ces exorcismes, etc., c'est quelque chose qui avait disparu ou qui a continué toujours, ou qui était peut-être caché? Non, ça a toujours... En fait, les exorcismes, c'est quelque chose qui a vraiment... Je suis préhistorienne et ethnologue de formation, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours existé, cette cohabitation avec l'invisible, qui parfois prend des formes d'attaque
et qu'on doit donc repousser. Donc l'exorcisme au sens large, pas forcément catholique, hein, il existe depuis la religiosité en réalité. Hein. Mais là, on a en fait, avant, les gens qui demandaient des exorcismes, c'était des gens qui étaient déjà dans la foi. Là, maintenant, ce sont des gens qui n'ont pas de bagage religieux du tout, mais qui ont des phénomènes, si tu veux, qui ressemblent à des phénomènes psychiatriques. Et ce que j'aime bien aussi dans cette histoire, c'est qu'on peut la lire de deux manières. C'était ma question suivante, voilà. Justement. C'était entre lucidité et folie, comment est-ce qu'on décide, en tout cas, comment est-ce qu'on donne ce ton entre les deux? Moi, je suis très heureuse qu'on ne puisse pas forcément trancher, ou qu'en tout cas, le fait de trancher, ça soit le fait du goût du lecteur. Je ne veux pas donner mon interprétation. Moi, j'ai mon hypothèse préférée, bien sûr. Mais est-ce que c'est une femme qui véritablement rencontre une attaque démoniaque luciférienne, ou est-ce que c'est une femme qui est sous emprise psychiatrique avec en plus un fond de fragilité personnelle, peut-être un petit fond de dépression endogène, qui est embarquée comme ça et qui fait une décompensation parce que le terreau est là? Eh ben on ne sait pas. Et à la limite, c'est pas vraiment ça le problème du livre. Sûr. Le problème du livre, c'est comment justement sur ces pierres de déconstruction dont tu parlais tout à l'heure, comment les sectes arrivent et se servent de ça pour exploiter nos faiblesses. Et c'est très très inquiétant. Là, il y a un rapport de la MIVILUDES qui est sorti hier. Donc la MIVILUDES, c'est la mission interministérielle qui s'occupe des dérives sectaires, justement. Et on a une hausse de 44% des signalements de dérives sectaires. Ouais. Et le pire, c'est que maintenant, ça commence à l'hôpital. Là, mon prochain essai chez Gallimard parle du postpartum, donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur les maternités. Et en fait, on propose aux femmes dans les maternités de faire de l'ésotérisme. Alors moi, je n'ai rien contre l'ésotérisme, si tu veux, en règle générale, a priori. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que quand ça se confond avec un discours médical officiel dans une maternité publique, ça devient quand même préoccupant. Par exemple, la MIVILUDES cible beaucoup les maternités qui proposent du Reiki. Alors le Reiki, moi je ne savais pas, comme tout le monde, mais en fait c'est de la magie. C'est-à-dire que quand tu... Oui. Je pensais que c'était juste du yoga, etc., méditation. Mais exactement. Moi je pensais que le Reiki, si tu veux, c'était un genre de médecine chinoise, un truc un peu doux entre le kiné et le massage, etc. En fait, non, il se trouve que pour devenir masseur de Reiki, tu subis une initiation rituelle où on te donne les formules magiques que tu vas ensuite dire sur le corps des patients. Donc, écoute, pourquoi pas en pleine conscience sur des gens qui savent ce qu'ils font. Mais là, on envoie des mères en postpartum, en dépression postpartum, faire de la magie sans le savoir. Et du coup, on utilise les failles, c'est-à-dire qu'on le voit aussi avec Camille. Elle a ce fond de dépendance affective, avec son ex-compagnon, etc. Je n'en dis pas plus. mais il y a quand même ce fond et de dépression et de dépendance. Il y a des failles à exploiter, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on va se servir des faiblesses et de la vulnérabilité des personnes pour se dire, bon, là, j'ai une emprise possible sur cette personne, donc je vais m'en servir. En fait, ça fait passer aussi, c'est comme se mettre, évidemment, qu'on découvre, pour un peu des charlatans, se dire, c'est juste utiliser, c'est même limite une reproduction d'une société de consommation, où en fait, on va revenir dans les mêmes mécanismes de vente, des mêmes mécanismes de publicité, où c'est absolument fou de revoir cette reproduction-là. C'est tout à fait ça. Il y a un gros marché de l'ésotérisme, il y a des gens qui font leur beurre dessus, et après, bon, quand ça reste à soutirer quelques dizaines d'euros à des gens, ce n'est pas si grave. Mais ce que j'avais envie de montrer, et ce que montre la 4e de couverture, c'est qu'au départ, elle comptait juste acheter un attrape-rêve. C'est qu'on commence sur une décoration, et là, vous rencontrez des gens qui vont vous amener vers d'autres choses, et c'est très dur d'en sortir. Cette dame, il est fou, parce qu'elle dit, bon, très bien, prenez ça, vous allez voir, le quartz, il est génial, c'est que vous êtes pour ça, ça et ça. Et en fait, quand on achète une chose, c'est pas possible de ne pas acheter les autres. On se dit, bon, ça va m'aider. Et puis, il y a un côté, comment dire, presque grotesque, mais qui est aussi utilisé dans cet ouvrage, un second degré pour se dire, bon, en fait, ça va t'aider pour, je sais pas, être bon en maths ou des choses comme ça. Ça va tellement aller dans le détail et quelque chose de précis qu'on se dit, non, c'est pas possible, on sort de. Ça me fait plaisir que ça t'ait un peu amusé quand même, parce que j'aime bien cette petite touche d'humour quand même, parce que le reste est très sombre. C'est la dénonciation. Oui, voilà. Bien sûr. Ouais.
Effectivement, et il y a cette espèce de pont entre la folie et la lucidité dont on parlait tout à l'heure et ce fond de dénonciation. Parce qu'il y a un passage que j'ai adoré où elle est justement sous l'emprise de ce maître. C'est les premières initiations qu'elle fait pour rentrer dans cette secte. Et elle a des moments de lucidité où elle découvre, par exemple, elle va prendre ses soins cosmétiques et elle entend les animaux qui souffrent, qui ont subi ces tests en laboratoire. Elle prend des vêtements qu'elle a achetés et elle entend ces enfants qu'on maltraite et qui fabriquent des vêtements. Elle a ces moments de lucidité où là, on bascule de la folie à quand même quelque chose qui sert à la dénonciation. De se dire, c'est peut-être un moment de conscience où on n'est pas totalement dans quelque chose de fou, mais quelque chose qui est concret. C'est ça. Et en fait, c'est des choses qu'on sait en plus. Et en fait, là, d'un coup, ça prend une forme chez elle d'hallucination. Mais on se dit jusqu'à quel point, en fait, elle le sait très bien que les vêtements Chine, c'est fait par les Ouïghours, que c'est testé sur les lapins. Et parce qu'elle le sait et qu'elle est en période de faiblesse, elle se l'imagine comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance un peu dans la vraie vie à de temps en temps avoir ces espèces de vertiges face à des objets que je repose du coup en me disant non, là ça c'est pas aligné comme on dit dans le milieu du bien-être avec mes valeurs quoi. Parce qu'en fait tout est chargé c'est pour ça que c'est aussi chouette de voir ça dans ce livre là, c'est que tout est chargé de sens. Elle est je le disais au tout début pour la présentation, elle est en quête de sens, elle est en quête de contrôle, de quelque chose à trouver au fond d'elle, et en fait ce qu'elle va trouver, c'est tout autour d'elle. C'est tout autour d'elle, dans les objets, dans les personnes. Et du coup, c'est intéressant. Mais justement, pourquoi ce côté-là ? Pourquoi charger ces objets ? Pourquoi avoir fait ce passage justement sur cette prise de conscience de Camille ? J'avais vraiment envie de partager ces moments de vertige dont je te parlais tout à l'heure avec les gens. Voilà, si ça vous est pas déjà arrivé, vous penserez à moi la prochaine fois. Ça vous arrivera peut-être. Et sur la folie et la normalité, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'on a tous quand même des petites tendances à potentiellement pouvoir plonger dans des délires à plus forte concentration chez certains individus. Mais je trouve que cette société, elle est très déstructurante pour nous en tant qu'individu, en tant que personnalité. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec le lecteur, de lui faire ressentir un tout petit peu de la folie que lui-même pourrait expérimenter un jour si jamais il se retrouvait dans une situation désespérée. Et malheureusement, la vie fait que on est tous des cibles potentielles en fait pour les dérives sectaires. Je sais que peu de gens s'en rendent compte, mais moi, cette jeune femme que j'ai rencontrée, je la connaissais d'avant. Quand je l'ai revue dans cette problématique-là, je ne l'ai pas reconnue, alors que c'est une femme qui a beaucoup d'abonnés, qui est une girl boss en fait. De l'extérieur, c'est comme ça qu'on la voit. Et donc on peut vraiment tous, à un moment donné, se faire attraper par un système qui est vraiment pensé pour nous rendre fous, en fait. Nous rendre addicts d'abord, mais l'addiction, c'est vraiment un bon premier pas vers la déstructuration de personnalité. Et puis c'est aussi des rôles de porte-parole qui sont difficiles parce que là effectivement alors je connais pas cette personne, mais si dans sa communauté elle commence à parler de ces choses-là, c'est ce qu'elle a fait. On peut toucher en fait, c'est extrêmement dangereux parce que c'est comme ce qu'on disait sur la désinformation, c'est comme ce qu'on disait sur des théories du complot, des choses comme ça se propage à une vitesse folle et en fait c'est une confiance qui est installée de toute façon dans une communauté en se disant moi je le ferai pas sur ma chaîne mais en tout cas c'est une confiance qui s'installe en disant je vous ai fait confiance pour autre chose, et maintenant je vais vous faire part de mes expériences. Et comme ça passe par le personnel, du coup je pense que ça se propage beaucoup plus. Et ça a été très dur pour elle parce que du coup sa communauté avait grandi avec elle dans la découverte de l'ésotérisme. Elle en avait fait un peu son fonds de commerce et elle est arrivée à une période où elle s'est retrouvée mangée par ça. Alors elle est persuadée de l'existence bien sûr de forces invisibles qui l'attaquaient. Mais que ce soit ça ou quelque chose de psychologique, c'est pas le problème. C'est qu'elle a dû du coup faire marche arrière et rebâtir la confiance avec sa communauté tout en passant le message inverse, en disant faites attention à vous, en fait, la lithothérapie paraît innocente, mais grâce à ça, vous allez rencontrer des gens qui potentiellement vont vous emmener à pire, etc. Et ça a été terrible pour cette femme. Et c'est une source d'inspiration incroyable. Elle a beaucoup souffert, mais si au moins elle a servi, tu vois, à écrire ce petit livre qui sera lu par, je sais pas, une petite dizaine, une petite centaine de personnes, c'est aussi donner du sens à
à la douleur, tu vois. Et En fait, aussi... tous mes livres, c'est ça. J'essaye de donner du sens à la douleur, soit la mienne. Mon premier essai chez Gallimard, par exemple, c'est sur mon expérience de deuil, soit la douleur des autres. Du coup, j'ai tous mes amis qui y passent un par un, tu sais. Mon meilleur ami, c'est l'objet de mon premier roman. Cette jeune femme avec qui, du coup, maintenant, je suis très liée, c'est l'objet de ce livre. Je pense qu'on a besoin tous de mettre de l'ordre dans le chaos, en fait. C'est aussi ce côté ethnologie, Oui. Voilà, de vouloir Je vous observe. De vouloir étudier socialement aussi ce qui se passe dans les Ouais. comportements humains. Mais effectivement, c'est intéressant parce que ça dit aussi quelque chose de très global. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans la collection Vrille, c'est qu'on part quand même de cas très précis. Ouais. Dans plein de cas différents, vous pouvez les voir ici. Mais il y a plein de cas différents, il y a plein d'histoires qui sont très personnelles. Et pourtant, ça dit quand même quelque chose du monde qu'on traverse. Et là, en particulier, c'est quand même une question qui agite tous les penseurs et tous les critiques d'aujourd'hui, que ce soit effectivement en ethnologie, en sociologie, en histoire, ce mal-être profond qui arrive d'une violence terrible sur notre société aujourd'hui. Parce que, mais en plus, j'ai l'impression qu'on ne la voit pas venir. C'est-à-dire qu'on se dit, on est les plus sains du monde, et pourtant, il y a un mal-être qui est terrible et qu'on voit de plus en plus, que ce soit en France ou dans le monde entier. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir dire, et peut-être passer aussi par cette tonalité, j'en dis pas trop quand même, mais sur la fin, mais on bascule quand même dans une violence, dans quelque chose d'assez sombre. Pourquoi aussi choisir cette tonalité-là et de se dire, bon, on va aller jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout dans la violence. Jusqu'au bout. J'ai une appétence pour les scènes de grande violence avec une micro-touche d'humour. Il y a une phrase qu'on ne va pas dévoiler, mais qui d'un coup fait basculer. On est dans l'horreur, on est sur la montée de la nausée, et d'un coup on a une phrase où on se fait « Oh, oui, non, attends, je suis en train de lire un livre, c'est qu'un livre quand même, tout va bien ». Mais tu vois, approcher quand même cette violence, ça a un petit côté un peu cathartique que j'aime bien. Et c'est pour ça que mes livres, à part mes essais, c'est pour ça que mes fictions sont très violentes. Et je confirme que là, je suis en train de préparer mon deuxième roman et que ça, c'est pareil, ça va être... c'est pas pour tous les yeux, toutes les oreilles, quoi. Et ben on a hâte de le découvrir. J'espère pouvoir le lire bientôt, merci. En tout cas, un grand bravo. On pourra en discuter encore des heures et des heures. Mais j'ai trouvé ce texte vraiment passionnant et je vous conseille vraiment de le lire. Je punirai le monde avec cette Camille qu'on découvre, qui nous réserve de belles surprises. Vous allez être étonnés. Mais franchement, c'est un texte qui est extrêmement puissant, qui joue sur plein de tonalités, qui nous fait vraiment réfléchir. Moi, j'ai passé ma soirée, j'étais comme ça en train de réfléchir. Je me disais, dans quel mal-être est-ce qu'on est? Est-ce que tu as ouvert ton placard en te disant est-ce que je devrais jeter certains vêtements? Oui, je me suis posé la question, je dois faire du shopping, c'est terrible. Mais effectivement, ça fait réfléchir sur tout. Et ces moments de lucidité, on aimerait les avoir un peu plus souvent. De se dire, bon, bah en fait. Alors, c'est dur parce que comment on survit? C'est ça, c'est des vagues quand même de douleur qui nous parviennent et dur. du coup, c'est difficile. Mais ces prises de conscience, bah justement, elles sont possibles grâce à la littérature. C'est pour ça que c'est chouette de pouvoir se mettre dans la peau d'autres et de se dire, voilà, à l'espace d'un instant, j'étais dans une secte et me voilà ressortie. Ouf! Et tout va bien. Je n'y retournerai pas. Je suis débarrassée, tout va bien. En tout cas, c'est un texte qui est vraiment, vraiment beau. Et bravo, parce que ça dit beaucoup de choses et ça vous fera beaucoup réfléchir. Donc, c'est Je punirai le monde de Jennifer Kerner. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Et vous pouvez découvrir toute la collection Vrille ici et en particulier donc, ce dernier texte. Donc, Je punirai le monde. À très vite et merci beaucoup. Merci à toi.